l'ombre des ordres très précis, à savoir n'attaquez pas les villes tant que vous savez qu'il y a des troupes allemandes qui refluent vers le nord et vers l'ouest pour aller sur le front de la Normandie, hein, laissez-les passer, et puis sinon vous allez vous faire massacrer. Alors, par contre, pour des raisons effectivement politiques, qui se comprennent facilement, les FTP n'ont pas voulu entendre et parler de cette recommandation et ont décidé malgré tout d'attaquer les Allemands partout où ils le pouvaient. Il y a eu des tractations assez considérables et les FTP et l'AS ont finalement obtenu de la part de l'AS l'assurance qu'on ferait tout ce qu'elle pourrait, l'AS, pour retarder l'affaire, pour en gêner les troupes allemandes dans leur déplacement, mais qu'elles ne participerait en aucune manière directement à l'attaque des villes. Donc, le patron de cette attaque, qui était à l'époque le patron de la résistance FTP en Corrèze, qui, vous savez que la Corrèze, à ce moment-là, dépendait sur ce plan-là de l'autorité de Guingouin, qui était à Limoges, dans la région de Limoges. Eh bien, le patron, c'était un nommé Collet, c'était le prof de dessin du lycée de Tulle, que j'ai bien connu. À l'époque, j'étais moi au lycée de Tulle en quatrième, en troisième. Et c'est l'histoire de cette affaire, des tractations qu'il y a eu, des bagarres qu'il y a pu y avoir. Vous savez, l'opposition entre l'AS, enfin les FTP et les londoniens, enfin l'armée secrète qui était plutôt gaulliste, sont allés très loin, puisque dans une ville dont vous connaissez peut-être le nom, Argentat, qui est à une trentaine de kilomètres au sud-est de Brive, une après-midi, deux bataillons, l'un de l'AS et l'autre des FTP, ont failli se taper dessus, hein, et les Allemands étaient là, prêts à aller au résultat. Vous voyez, c'est allé très loin dans ces... Il y a eu aussi de graves affaires de parachutage d'armes. Les parachutages étaient préférentiellement faits au profit de l'AS, et les FTP n'ont pas hésité à attaquer les convois de résistants gaullistes lorsqu'ils récupéraient les armes. Et il y a eu notamment à Traignac, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, ça a été très violent. Beaucoup plus qu'on a bien voulu le dire, mais toutes ces choses-là étaient, pour des raisons politiques bien compréhensibles, étaient au moment où chacun voulait se placer pour prendre notamment les préfectures, et bien, il y a eu un modus vivendi plus ou moins respecté ici et là. Et voilà. Alors c'est l'histoire qui est... Alors cette histoire est un peu biaisée, je ne vous cache pas, parce que c'est tout à la gloire de ce professeur, et c'est écrit par un étranger, un hollandais, qui est lui-même qui était très à gauche et qui force un petit peu le trait, pour ne pas en dire plus. Voilà, alors si vous vous intéressez à ce qui s'est passé, c'est très complet, il veut tout dire, donc il en dit trop et on se noie un petit peu, il y a des répétitions, mais enfin c'est, je crois, une idée, une version assez crédible de l'affaire. Alors, moi j'ai assisté à toute l'affaire, l'attaque de Tulle a commencé mercredi matin, le lycée, bien sûr, était fermé. La première journée a été une journée d'incertitude entre les forces allemandes qui avaient là l'équivalent d'un gros bataillon allemand, de la Wehrmacht, hein, et les FTP qui étaient en nombre 3 ou 4 fois supérieur. Les Allemands tenaient plusieurs postes, et puis finalement, il y a eu ce qui a modifié complètement le combat, c'est la défection des GMR, ça s'appelait comme ça, les équivalents de nos gendarmes aujourd'hui, qui le lendemain dans l'après-midi sont partis. Ils sont partis sur Limoges, ils ont abandonné le combat, ils étaient là, un petit peu là, pour séparer, faire le tampon entre les deux, et ils ont disparu, si bien que les Allemands et les FTP se sont trouvés face à face. Et les Allemands, à mon avis, mais moi je ne suis pas stratège, ont commis une erreur grossière,
c'est qu'ils se sont réfugiés dans l'école normale de filles, qui était au creux d'une ville très antisémite, sur le bord de la Corrèze, et ils se sont mis là, et les FDP avec des obus de mortier de 30, comme ça, hein, ont mis le feu à l'école, et bien sûr, l'eau a été fermée. Si bien que les Allemands n'ont pas pu lutter contre l'incendie débutant dans cette école. Et finalement, toute l'école a brûlé. Il y a une photo de l'école en flammes. Et au dernier moment, ils ont tenté une sortie. Et cette sortie dans un quartier assez historique, mais assez vétuste, avec des petites rues de type moyenâgeux, ça a été une catastrophe. Ils se sont fait massacrer. Il y avait des fusils mitrailleurs dans tous les pirailles du coin, donc ils ne sont pas allés très loin. Ils ont fait 40, 50, 60 mètres pour ceux qui sont allés le plus loin, et puis ils se sont fait tuer. Et puis il y en a une partie qui a quand même été rescapée. Il y avait des blessés surtout, ce qui a sauvé la ville. Je vais vous dire, et puis je m'arrête. Je suis descendu avec mon père lorsque le combat a été terminé, le lendemain soir, et j'ai vu là un amoncellement de cadavres allemands. Et je me souviens que mon père avait demandé, mon père était inspecteur des eaux et forêts à l'époque, et il avait demandé à un responsable, on se connaissait tout le monde se connaissait dans des petites villes comme ça, il y a 12 000 hommes, 12 000 personnes à l'époque, c'était une petite ville. Mais est-ce que vous avez assuré vos arrières? Je vois, j'entends encore, bon, perdu. Oui, monsieur l'inspecteur, ne vous inquiétez pas. À 9h du soir, les Allemands arrivaient dans la ville. Bon, très bien. Et on voyait les balles traçantes passer au-dessus. Bon, je passe. Alors, il y avait là l'amoncellement de cadavres. On a dit beaucoup de choses sur ces cadavres. On a dit qu'ils avaient été mutilés, c'est difficile à dire. Il y avait quelques bottes qui manquaient, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a sauvé le tuer? Parce que les premières, les ordres de Lammerding, qui était le patron de das Reich, c'était brûler la ville. Autrement dit, tu devais être le roi d'Ouvre. Ça aurait été autre chose quand même. Hein. Mais je ne serais pas là pour le raconter. Et finalement, deux personnes, le préfet Trouillet, qui a été extrêmement efficace dans cette affaire, on ne lui fait pas une part belle dans le livre, mais je pense que ça n'est pas... Et l'aumônier du lycée, qui s'appelait l'abbé Pinas, ont persuadé les Allemands qu'il fallait réfléchir, il fallait attendre, et surtout leur ont dit, mais écoutez, venez voir à l'hôpital, nous avons des blessés allemands, venez voir, ils ont été traités, ils ont été soignés. Et effectivement, le colonel commandant de régiment, qui était à Tulle, un des régiments de la division, est allé à l'hôpital. C'était un hôpital mixte, civil et militaire, comme il y avait à l'époque dans toutes ces petites villes. Et là, les blessés allemands ont dit qu'ils avaient été recueillis, bien traités. Il y a une majorité de bonnes sœurs, mais pas exclusivement. Et c'est ce qui a fait rapporter l'ordre de brûler la ville. C'est ce qui a fait rapporter l'ordre. Donc, finalement, on doit à quelques-uns de ne pas avoir été brûlés comme à Oradour. Bon, je ne dis plus rien sur cette affaire, si ça peut intéresser. Quant au patron, enfin au professeur de dessin, il a eu une carrière politique débutante dans le coin. Il a été président du Comité national de libération, et puis un jour, il a disparu, il a abandonné tout le monde dans des conditions qui sont restées un petit peu mystérieuses, et il est parti sur la Côte d'Azur, et il a vécu là-bas une retraite paisible, semble-t-il, et assez confortable, mais on n'a plus entendu parler de lui localement. Ça, c'est le premier bouquin. Le deuxième bouquin, je vous le recommande. C'est un bouquin d'un historien, Jacques Frémiot, c'est La France et l'Algérie en guerre. Beaucoup d'entre nous avons été impliqués dans l'affaire d'Algérie, moi comme les autres, et je crois que si on veut comprendre les racines de l'affaire d'Algérie, ce bouquin est remarquablement fait. C'est un véritable historien, rien n'est laissé dans l'ombre, rien, ni les difficultés de la guerre d'Algérie, ni ce qui s'est passé des deux côtés, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on revient aux racines. Et on revient à la conquête et aux conditions de la conquête et aux années qui ont suivi. Et contrairement à ce qui peut être dit ici ou là,
jamais la rébellion algérienne ne s'est arrêtée. Il y a toujours eu, depuis la libération, depuis la conquête, il y a eu des actions terroristes de la part des nationalistes algériens qui n'ont jamais baissé pavillon, jamais. Messali Hadj a été à un moment un homme de raison parfaitement intelligent et avec lequel on aurait pu peut-être s'arranger, mais bon, il a disparu. Le nationalisme algérien était toujours là, n'a pas été éradiqué. Il faut reconnaître que les pratiques des colons n'ont pas été toujours très convenables vis-à-vis notamment autour de Sétif, et ça explique pourquoi dans la région de Sétif les choses ont été si dures, que j'ai connu Kératan, où ça je connais ça par cœur. Autour de Sétif, il y avait les plus belles terres à blé dur de l'Algérie. Et les premiers colons ont loué ces terres, mais sur des bouts de papier. Vous voyez, c'était un petit peu la promesse qui prévalait, ça n'était pas l'écrit. Et puis un jour ou l'autre, ils ont déchiré leur papier, ils ont dit ça nous appartient. Voilà. Donc là, puis alors il y a eu tout ce qui ne s'est pas fait et qui avait été décidé devant le Parlement français, devant les assemblées, les chambres, plutôt que ça s'appelle comme ça, les chambres françaises, sur le collège unique, sur l'intégration progressive dans les assemblées des musulmans, et tout ça a été voté en France, était resté lettre morte en Algérie. Donc ça nourrit, je crois, la résurgence, où ça a exacerbé un petit peu le sentiment nationaliste. Enfin, je crois que c'est très bien fait, on peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que c'est décrit sans passion et sans esprit de système. Je vous le conseille pour comprendre un peu. Alors il est dommage qu'on n'ait pas proposé, moi ça c'est un commentaire personnel, qu'on n'ait pas proposé au FLN tout de suite et très tôt ce qu'on a proposé, ce que Rocard a proposé pour la Nouvelle-Calédonie. Quand on voit qu'au fur et à mesure que l'échéance arrive, les Nouvelles-Calédoniens réfléchissent et se disent l'indépendance c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Voilà. Le troisième, c'est le drame épouvantable. C'est un bouquin de Roland de Margerie, qui est d'une famille de très grands ambassadeurs français. Et c'est la relation au jour le jour de cette malheureuse période qui va du moment où la France a déclaré la guerre à l'Allemagne en 39, et où finalement l'affaire s'est terminée dans le désastre absolu, à Bordeaux, dans des comportements vraiment qui sont... Alors, vous verrez, vous comprendrez pourquoi on n'avait aucune chance de gagner la guerre. Là, vraiment. Avec la nullité des responsables de l'époque, les petits chicayas qu'il y a pu y avoir, la maîtresse de Paul Reynaud, qui lui a fait beaucoup de mal, hein, qui se mêlait de politique comme c'est pas possible, qui faisait nommer ou virer les responsables, hein, Madame Hélène Desportes, hein, qui est restée célèbre dans l'histoire, mais vous verrez. Et alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'état-major à Vincennes. Le comportement de l'état-major français à Vincennes dans l'enregistrement, c'est consternant, c'est absolument consternant. Hein, de bêtises, de manque de lucidité devant la situation telle qu'elle se présentait. Vous savez que l'Angleterre, au dernier moment, Churchill a proposé à la France, les Anglais ont tout fait pour empêcher la paix séparée. Tout fait. Et d'ailleurs, on s'était engagé vis-à-vis des Anglais, de ne jamais signer une paix séparée. Jamais. Bon, et ben on l'a fait. Hein, on l'a fait. Très bien. Mais on ne fait plus comme ça, aujourd'hui, c'est pareil. Et donc, deuxièmement, les Anglais nous ont aidés jusqu'au dernier moment à empêcher Mussolini de rentrer en guerre. Maintenant, Mussolini, vous savez comment il est rentré en guerre. Au moment où il ne risquait plus rien, il avait été complètement contenu dans les Alpes. Ils n'avaient pas avancé d'un mètre, hein, dans les Alpes, les Italiens, c'est complètement fanat de rentrer en guerre. Et tout ce qu'ils ont su faire, ce que Mussolini a su faire, c'est les bombardements de Guéret, 2 ou 3 jours avant l'armistice, qui ont fait des centaines et des centaines de morts. Et voilà, finalement,
le bilan de M. Mussolini. Bien, alors, ça c'est très